Bonjour à tous et bonjour à nos amis d'Europe 1 pour l'heure des pros jusqu'à 9h et 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Gabriel Attal feint de ne pas entendre la demande numéro 1 des agriculteurs. Quelle est-elle? La trésorerie. Bien sûr, les paysans réclament l'abandon de normes imbéciles. Bien sûr, ils veulent simplifier les procédures administratives. Bien sûr encore, les règles de concurrence seront revues. Tout cela demande du temps, un changement d'état d'esprit. Mais aujourd'hui, le 10 du mois et parfois avant, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Les agriculteurs requièrent une année blanche. Année blanche de cotisation sociale patronale, année blanche aussi auprès des banques qui pourraient suspendre le remboursement d'emprunts durant une année. Le crédit agricole peut faire ça. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Les annonces générales, c'est très bien. Dire l'agriculture est placée au rang des intérêts fondamentaux de la nation, c'est très bien. Mais ça ne fait pas plus d'argent dans la poche à la fin du mois. Les paysans de ce pays attendent une chose, comment ils vont s'en sortir. Tout le reste est blabla et littérature. Il est 9h. Alors vous êtes de retour. Scarabée, vous êtes de retour. Bon, comment ça va? Très bien, et vous-même, Pascal? On a eu des bonnes infos politiques avec Florian Tardy. Je savais. Pendant 10 jours. On a eu des bons éditos, vraiment de la qualité. Et du contenu, du contenu. Ah oui, il y avait du contenu. Allez-y, Il y avait du contenu. allez-y, rajoutez-en. Bon, bonjour. C'était très bien ce qu'il a dit ce matin. Je suis content qu'il soit C'est très revenu. bien. Je suis d'accord. Vous nous avez... Merci Philippe. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Vous nous avez parlé du voyage de noces qui a fait rire Vincent Hervouedge sur le thème profitez-en parce que le voyage de noces, parce que ça passe. Voilà, ça passe. Pas du... Mais alors, La Il main passe. ricane, il Oui, ricane, mais bon, attendez. il ricane, En il fait, ricane. Je vous ai ramené un petit cadeau, Pascal. un cynique. Bon, Ça, voilà, ça, un quand je suis cynique. marié, Ça vous en fait. Sabrina. Très bon souvenir de mon voyage de noces. Comment? J'ai un excellent souvenir de mon voyage de noces. Oui, on a bien compris. La seule joie des gens mariés en général, c'est d'assister au mariage des autres. Une joie diabolique. Pas moi, c'est pas mon cas. Sabrina Medjeber est avec nous, Salut. notre ami Olivier D'Artigol, Philippe Bilger est là, et Gérard Carrérou. Gérard, bonjour. Bonjour. Je vous ai appelé hier parce que l'instant est dramatique et grave. Je vous ai dit, que souhaitez-vous dire et faire? Un livre est sorti, signé Vincent Jauvert, à la solde de Moscou, politique, journaliste aux fonctionnaires, révélation sur ces Français qui espionnaient pour l'Est. Et je vous ai dit, je vous ai laissé vraiment le choix. Est-ce que vous voulez répondre, pas répondre, venir, pas venir, etc. Voilà ce qui est écrit. Gérard Carrérou, vous avez été à Europe 1, un journaliste, une voix importante d'Europe 1, vous avez été directeur de l'information sur TF1. D'après les rapports de la Et à Europe 1 d'abord. Exactement. D'après les rapports de la STB, la sûreté de l'État tchécoslovaque, le rédacteur en chef d'Europe 1 renseignerait donc le service d'espionnage tchécoslovaque sur les intentions internationales du président français. Selon le dictionnaire de la STB, il collabore avec les institutions tchécoslovaques pour une raison idéologique, politique, patriotique ou matérielle. Cette collaboration est souvent liée à une relation amicale avec un employé de l'ambassade tchécoslovaque auquel il transmet consciemment des informations secrètes. D'après les rapports de la STB, tout porte à croire que Gérard Carrérou, lui, sait avec qui il discute. En clair, on vous accuse d'être un espion, d'avoir été un espion de l'Est, à la solde de Moscou et de la Tchécoslovaquie. Alors effectivement, j'ai envie de répondre. Vous m'en donnez l'occasion et je vous en remercie. Tout cela est totalement faux, mais je vais vous dire... Alors je ne vais pas vous répondre trop longuement parce que je connais le principe de cette émission. Tout cela, effectivement, consiste à dire je suis à la solde. Non, mais vous vous rendez compte, à la solde de Moscou. La solde, c'est quand on est payé. Hein. Ça veut dire que non seulement j'étais un informateur, un agent de services étrangers, en l'occurrence tchèque ou tchécoslovaque, tchèque, et non seulement, mais je touchais de l'argent. Mais tout ça est absolument fou. Et vous imaginez quelle atteinte à mon honneur personnel. Je suis journaliste depuis 58 ans. J'ai été dans des grandes rédactions que j'ai dirigées. Vous avez rappelé Europe et TF1, il y en a eu d'autres. Et là, tout d'un coup, je reçois en pleine figure. Et j'ai passé une partie de mon week-end dernier, quand j'ai appris ça, à appeler mon fils et ma fille aux États-Unis. Mon fils qui est rédacteur en chef au New York Times et ma fille qui est à l'ONU, pour leur expliquer, ils avaient à l'époque 6 et 10 ans ou 8 ans, expliquer que dans cette période fin 1970, début des années 80, leur papa était un agent, quasiment un agent du KGB. Bon, à l'origine de ça, il y a une seule chose vraie, une. Effectivement,
je connaissais beaucoup de monde, je connaissais beaucoup de diplomates. D'ailleurs, les plus nombreux que je connaissais étaient des diplomates américains, entre parenthèses, mais personne ne me l'a reproché. Mais j'ai connu des Je diplomates. rappelle que vous êtes marié avec une Américaine Voilà. et que vous êtes... Je Chacun voyais vous connaît. énormément, je passais des week-ends avec... Voilà. Mais c'était, de toute façon, voir des diplomates et voir des hommes politiques, ça faisait partie de mon boulot. J'étais chef du service politique à Europe 1, nommé par Jean-Luc Lagardère, pour qui j'avais beaucoup d'estime, et par Étienne Moujotte, pour qui j'avais également beaucoup d'amitié. Ces hommes m'ont fait confiance tout au long, avant que d'autres me fassent confiance. Et vous imaginez, la seule raison, j'ai rencontré un jour un diplomate dans une ambassade. Ce diplomate était sympathique. On a échangé nos cartes. Il m'a dit on peut déjeuner ensemble. En 4 ans, alors évidemment, la Gestapo du monsieur en question qui a fait le bouquin a fait son travail et on me reproche, je ne sais. Bon, Est-ce que vous portez plainte? Alors, je vais porter plainte. Vous bien avez sûr. porté plainte déjà? Je vais porter plainte. Diffamation. Simplement, j'attendais que le livre soit. Pour l'instant, j'ai donné une interview. Je vous renvoie au point. J'ai donné une longue interview à Valérie Toragnan où je m'explique. Mais si vous voulez, c'est une question d'honneur et c'est une question de vérité. Bon. Moi, j'ai été toujours un journaliste libre. Je n'ai jamais travaillé pour un média d'État. J'ai toujours travaillé pour des médias privés. J'ai eu la confiance d'hommes aussi éminents que Jean-Luc Lagardère, Francis Bouygues et aujourd'hui Vincent Bolloré. D'ailleurs, peut-être ceci explique peut-être cela. On souligne dans le chapitre qui me concerne, on souligne que je travaille sur CNews. On rappelle que j'ai été effectivement dans mes 30 premières années de jeunesse proche des Rocardiens et que maintenant je travaille pour CNews. Il y a peut-être un... Bon, en tout cas, moi je renvoie aussi au livre et merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'expliquer et je porterai plainte contre ce livre infâme. Pour le coup, ça me rappelle les procès de Moscou et le journaliste qui l'a écrit me rappelle le fameux procureur Wyszynski. Dont acte, Vincent Jauvert, à la solde de Moscou. Et j'entends que vous portez plainte contre lui et contre le Seuil pour diffamation. Bien sûr. Atteinte à l'honneur. L'actualité, on parlera tout à l'heure des agriculteurs, mais c'est vrai que pas un jour sans que ces témoignages de femmes, et notamment dans le milieu de cinéma, c'est Demain les Césars, viennent dans l'actualité. La comédienne et cinéaste Isilde Lebesco est revenue hier dans une interview accordée au journal Le Parisien sur sa relation avec Benoît Jacot. Elle l'accuse de violence alors qu'elle n'avait que 16 ans. C'est un témoignage qui est quand même très proche de celui de Judith Godrèche. Benoît Jacot me disait perpétuellement que j'étais grosse. Il y a eu aussi des violences physiques, parfois sous le coup de la colère. À l'intérieur, c'était aussi une emprise de destructrice, une perte de soi, des violences psychologiques surtout. Benoît Jacot pensait savoir mieux que moi qui j'étais, ce que je pensais. Ce qui est très grave, c'est que j'ai vécu cette relation à 16 ans. Cela a été constitutif de ma personnalité. Une emprise engendre d'autres emprises. La brigade des mineurs m'a appelé pour témoigner de ce que j'ai vécu avec Benoît Jacot et avec Jacques Doyon. Ce n'est pas normal qu'il faille un scandale médiatique pour être écouté par la police et par les tribunaux. Quand j'ai eu de graves problèmes avec les hommes, j'ai été en contact avec la police et avec la justice et je ne garde que choc et humiliation de ces expériences. Donc c'est un témoignage très fort que vous pourrez lire dans Le Parisien. Je voudrais qu'on réécoute ce qu'a dit hier Marie-Estelle Dupont. J'ai trouvé que c'était tellement exceptionnel que j'ai envie de le réécouter, comment elle a précisé ces mécanismes d'emprise, ces processus exactement, qui se mettent en place. Réécoutons ce que nous disait Marie-Estelle Dupont hier. C'est très important de faire la différence entre l'emprise et une relation de transmission. C'est-à-dire que quand un adulte reçoit un jeune, que ce soit en tant que professeur, que ce soit en tant que metteur en scène, que ce soit même en tant que thérapeute, il y a quelque chose d'une émergence libidinale très forte, d'une passion qui peut se nouer. C'est-à-dire que l'adulte est fasciné par le potentiel de cet adolescent, il est stimulé intellectuellement par cette jeunesse, par cette vitalité, et le jeune se sent regardé, encouragé, reconnu, valorisé. Et c'est ça qui doit gratifier chacun. Le jeune d'être reconnu et encouragé et aidé, et l'adulte d'être utile et d'être inspirant. Point final. Et pourquoi il y a des situations d'emprise? Et encore une fois, on ne parle pas, je suis d'accord avec vous, Pascal, des histoires d'amour qui sont de véritables histoires d'amour sur lesquelles je ne suis pas un commissaire politique en psychologie, je n'ai pas mon avis à donner. Mais ce que dit très bien et très courageusement Judith Godrèche, c'est qu'elle n'était pas en capacité de donner un consentement ou pas. C'est-à-dire que les situations d'emprise, pour tous ceux qui l'ont vécu dans leur famille ou à l'extérieur, on sait très bien que dans l'emprise, il n'y a pas besoin de violence physique. On sait très bien qu'il n'y a pas besoin de verrou aux portes. Donc quand
Un adulte dit « mais enfin, elle n'était pas séquestrée, elle avait la clé de l'appartement ». On voit bien le tour de passe-passe, on voit bien la manipulation. Quelqu'un qui est sous emprise, il n'y a pas besoin de le forcer. Il va devenir le meilleur avocat de la relation qui le détruit. C'est-à-dire qu'un enfant carencé, qui n'a pas été regardé, qui a eu un père complètement narcissique et mégalo, qui n'était jamais là ou qui l'humiliait, mais elle est prête à tout pour un peu d'attention de quelqu'un qui lui fait croire qu'elle est quelque chose. Et moi, je remercie Judith Godrèche, parce que le problème pour nous, thérapeutes, c'est que quand on reçoit des gens qui ont vécu de l'emprise et qui essayent d'en sortir, l'entourage silencieux dit « va traiter ça chez le psy ». Sauf que si dans la société, il y a une inversion des places, comme disait M. Guénaud, qu'il y a une inversion entre la victime et le coupable, comme il y a dans le harcèlement scolaire, comme il y a dans 1000 situations, cette victime est retraumatisée. C'est-à-dire que son trauma est nié par la société. Donc dans l'emprise, il n'y a pas d'amour. Il y a un coupable qui se nourrit de sa victime et qui fait croire à sa victime qu'elle a de la chance d'être sa victime. On dit souvent c'était mieux hier. Eh bien, c'est mieux aujourd'hui. Que ces questions arrivent dans le débat public et sensibilisent les parents, les enfants, le monde professionnel, le monde privé, je trouve ça formidable. Parce qu'il y a vraiment des gens qui se conduisent mal et c'est bien que leur mécanisme soit démonté. Il y a eu un film de la même manière avec Virginie Efira qui est formidable, qui s'appelle La Nuit des forêts, non ? L'amour et les forêts. L'amour et les forêts. Oui, Qui permet, il y a une vertu pédagogique à ces films-là. Parce qu'après, dans l'entourage, on peut dire attention. Et le dernier plan de ce film, celui qui la mettait sous emprise, est flouté parce qu'elle le gagne. Oui. Qu'en pensez-vous, Philippe Bilger ? Je vous rejoins. C'est un immense J'entends le mec arriver. C'est un immense progrès, il est évident. Mais juste une chose. Il n'y a pas de mais. On a l'impression qu'il y a 30, 40, 50 ans, ces phénomènes d'emprise aboutissant à des comportements inadmissibles étaient la règle. Non. Non, c'est là-dessus que il y avait déjà à l'époque des gens qui avaient de la tenue, qui savaient s'empêcher et résister. Deuxième élément, et là j'attire l'attention sur votre intelligence et celle de nos amis, sur le fait qu'il faut faire attention tout de même, me semble-t-il. Une femme peut déposer plainte sans qu'elle soit forcément crue par principe. On a le droit de questionner pour l'administration de la preuve. Vous avez évidemment raison, mais là, c'est pas le sujet. C'est un peu le sujet. Non, parce qu'elle a 16 ans. Et oui, mais même. Et non, c'est pas même. Non, en fait. et si. Ah non, pas si. Si j'avais le temps, j'irais impératrice. plus loin, parce qu'elle chercherait à vous le démontrer. Mais juste un mot sur la notion d'emprise. Donc il y a un mais. Elle est très importante, mais il ne faudrait pas que la notion d'emprise, par moment, se substitue à des preuves qu'on n'a pas. C'est-à-dire que quand on n'a pas de preuves, Alors ça, il était sous emprise. Mais ça, c'est intéressant parce qu'elle dit il n'y a pas besoin de verrou aux portes, mais il n'y a pas besoin de preuves si cette gamine est en 4e. Voilà. Et que l'emprise est exercée par un adulte. Il n'y a pas besoin de preuves. La caractérisation même de cette situation n'est pas acceptable. Mais Philippe. Olivier, tout dépend de quoi est faite l'emprise. Je veux dire, toute emprise, je ne voudrais pas parler à la place de quelqu'un qui, en général, tient ce point de vue, Elisabeth Lévy. Philippe. Toute emprise n'est pas scandaleuse. Mais c'est pas ce qu'on dit, franchement. Ce n'est pas le sujet. Et si c'est le sujet, ce n'est pas c'est-à-dire le sujet. accepter l'idée que lorsque je ne suis pas d'accord avec vous, c'est tout de même un peu le sujet. Il n'y a pas de sujet quand une jeune fille de 15 ans est un homme avec un homme de 52 ans. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus ? Oui ou non ? Mais bien sûr, bon, c'est tout ce que je viens de dire. Mais on a le droit de pousser plus loin. Oui, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Oui, mais... Bon. Alors, écoutons, je voulais vous montrer un extrait, simplement. Un film était sorti à l'époque, avec de Benoît Jacot, et avec Isilde Lebesco. Et vous allez voir le reportage qui avait été fait pour France Télévisions à l'époque. Et entendez bien la dernière phrase, parce que la dernière phrase, effectivement, est absolument extraordinaire. Vous voyez, c'était au moment un film en noir et blanc de Benoît Jacot qui était sorti, dont je cherchais le titre, mais manifestement, je vais le retrouver dans une seconde.
Du noir et blanc pour les années 70 et pour raconter une folle histoire d'amour. Ils ont 18 et 20 ans, elle la petite fille riche, lui le beau ténébreux auteur d'un cas sanglant. Elle l'a suivi dans sa cavale, chronique d'une descente aux enfers, du romanesque pur jus, où Benoît Jacquot a entraîné son héroïne, Isil Lebesco. Une jeune actrice touchée par la détermination de son personnage. Cette façon de respecter ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent et qu'elle y aille, ça, je trouve ça très beau et ça m'émeut, oui. Et c'est le début d'une cavale de plus d'une année, où les suivent 2 jeunes filles de bonne famille. Elisabeth Fanger était l'une d'elles. Inculpée pour recel de criminel, elle aura 10 ans de mise à l'épreuve. Et son prince arabe, qu'elle ne reverra plus, sera abattu en 1980. Elle en a fait un livre, Benoît Jacquot, une fiction. Il tient à respecter la noblesse des sentiments de l'auteur. On a laissé les otages porte de la chapelle. Ça va, ils font rien. C'est comme un devoir pour moi que de ne pas la trahir en quelque sorte. Pour elle, en tout cas, c'était quelque chose de très très important de l'ordre du destin, de la destinée qui lui était arrivée, et que je restituer ça, c'était comme restituer quelque chose de grave, oui, vraiment. On va où ? Chez moi. Ce n'est pas du Bonnie and Clyde. On est ici dans l'intime, au cœur du cœur d'un joli papillon qui se brûle les ailes avec la fougue et l'inconscience de la jeunesse. Avec Benoît Jacquot, le romantisme a encore de beaux jours devant lui. Mon Dieu. Avec Benoît Jacquot, le romantisme a encore de beaux jours devant lui. C'est un film qui s'appelait À tout de suite, qui était sorti en 2004. Bon, la passion. Parallèlement à cela, il y a le film de Jacques Doyon qui pourrait sortir ces prochains jours. Et ce film a été joué avec Nora Hamzaoui. Et Nora Hamzaoui, ça s'appelle CE2, c'est un film qui doit sortir dans quelques jours. La sortie du film de Jacques Doyon, dans lequel j'ai tourné il y a 4 ans, est maintenue. Je ne soutiens pas cette décision qui, d'après moi, représente un mépris vis-à-vis de la parole des femmes. Ce qui se passe dans le milieu du cinéma et qui, je l'espère, s'étend à d'autres milieux, est essentiel et important. C'est la chose à soutenir en priorité aujourd'hui. Voilà ce qu'a dit Nora Hamzaoui, qui est une des actrices de ce film, CE2, qui devait sortir de Jacques Doyon ces prochains jours. Je ne sais pas s'il sortira ou pas, si le producteur a décidé de cela. Et puis demain, Judith Godrèche parlera au César. Donc voilà, c'est une séquence globale qui montre le monde du cinéma, une partie du monde du cinéma, bien sûr. Alors, tout en ayant dit ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas favorable au fait que les œuvres ne sortent pas. Alors c'est peut-être une complexité et une contradiction, mais je l'assume. Je ne sais pas quoi vous dire. Oui, non, mais je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Pour reverser les bénéfices au fonds d'aide à l'enfance. Vous le dites sérieusement? Oui, je le dis sérieusement. Oui. Non, mais moi, sincèrement, le vrai problème, vous avez raison, 16 ans, 52 ans, et ça dure 5 ans, et personne ne trouve rien à dire. Et la consoeur qui fait ce petit... C'est consternant. Le sujet que vous avez diffusé de France Télévisions est tellement accablant de bêtises, d'enflure, de naïveté. C'est confondant, je trouve. Oui. Confondant. Pas grand-chose à rajouter. Et la trahison et le type qui parle de l'amour, avec alors qu'il se sert de cet enfant comme d'un jouet. L'amour et la sincérité. Oui, mais en fait, j'ai souvent cité Robert Hossein, qui s'est marié avec Caroline Eliatchev. Elle avait 15 ans et lui en avait 35. C'était la grande star du cinéma. D'abord, 35, c'est pas 52. Et puis le mariage ne suffit pas à tout expliquer et à tout laver. Ça, c'est au Mexique qu'on pense ça. On viole les filles, puis après on les épouse. Et le viol n'était finalement une façon de manifester la sincérité de son désir. C'est ce que disent les mecs. C'est ce que disent les gars qui se trouvent devant les tribunaux. Le mariage change rien. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que une société a... lorsqu'on voit avec de la distance comment elle agissait, on peut être sûr. Vous avez une société cynique qui prend tout d'un coup un regard de fleurs bleues et parle de romantisme pour regarder des trucs qui sont profondément dégueulasses. Oui. Ben oui. Et c'est désarmant. Le mélange est absolument désarmant. L'érotisation de la pédocriminalité, en fait. Et c'est très bien que Judith Godrèche ait pris la parole, et c'est très bien que Nora Hamzaoui ne soutienne pas la diffusion de ce film. Et demain, continuer à briser cette omerta. Et demain, évidemment, la parole de Judith Godrèche sera un des événements, j'imagine, de la soirée. Vous avez vu ça, monsieur
J'ai déjà oublié votre nom. Ami. Vous êtes vraiment... Je m'attendais à tout, mais à ça... Vous avez vu ça? Décret, arrêté, circulaire, texte généraux, ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Non, sont annulés en 2024 les crédits d'un montant de 10 milliards. Oui. Donc là, le décret est annoncé. Et vous savez quel est le poste qui est le plus annulé de dépenses? Allez-y. Ah oui, vous n'avez pas travaillé en fait. Là, j'étais bon. Vraiment. C'est l'écologie. L'écologie. 2 milliards d'économies qui est faite sur l'écologie. C'est intéressant d'ailleurs. Oui, surtout si c'est l'écologie punitive. Voilà, c'est intéressant, c'est qu'on compte parce que autrement, vous voyez, il y a effectivement on enlève un peu moins, mais en fait, c'était des dépenses supplémentaires. On les enlève tout de suite des 2 milliards et comme dit très justement Gérard, c'était sans doute de l'écologie précisément punitive. Donc, écologie, développement durable, 2 milliards, alors il y a plein de choses, après vous verrez, sur la biodiversité, prévention des risques, on enlève, etc. On fait des économies de ce type-là. Donc c'est intéressant parce qu'il y a peut-être enfin une prise de conscience sur ces sujets. Les agriculteurs, je le disais, le Premier ministre a détaillé hier matin les mesures du gouvernement visant à répondre à la colère des agriculteurs. Il y a un sondage qui montre que les Français, ça c'est tout à fait étonnant, 91% des Français approuvent le mouvement. C'est pas rien. Non. 91%. Et écoutez... il n'y a plus de blocage. Comment ? Il n'y a plus de blocage. Le mouvement, là, il est silencieux pour le moment. Enfin, il est silencieux. Ils sont très présents dans les médias, mais il n'y a plus de blocage sur les routes, il n'y a plus de tracteurs. Un premier blocage à 62. Il y a des 62. Mais c'est plus le fort de la crise d'il y a 15 jours. Oui, mais chez Lactalis... Monsieur Beignet, qui est un des hommes les plus riches du monde, a été bloqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand les tracteurs étaient au port de Paris ou dans de nombreuses villes, il y avait des blocages. Là, les Français continuaient à soutenir le mouvement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'intervention policière ou qu'on n'est pas allé les déloger. Écoutons Gabriel Attal, je disais tout à l'heure, il parle évidemment, c'est très bien de faire rentrer l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux, mais c'est des phrases. Ce que veulent les agriculteurs, c'est de l'argent. Donc, année blanche, très concret, c'est ça qu'ils demandent. Je ne sais pas s'il le faut, mais ils demandent des choses très concrètes, très précises. Écoutez Gabriel Attal hier. D'abord, et conformément à mon engagement, le projet de loi d'orientation agricole reconnaît noir sur blanc dans la loi notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation, au même titre que notre sécurité ou notre défense nationale. C'est un acte fort, c'est une reconnaissance attendue et légitime, c'est le rappel qu'il n'y a pas de pays sans paysans et qu'il n'y a pas de France sans agriculture. Depuis 3 semaines, avec mon gouvernement, nous n'avons pas cessé d'agir pour être à la hauteur de cette confiance avec un mot d'ordre. Nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, nous serons au rendez-vous de ces responsabilités. Il était un des hommes les plus riches du monde, monsieur PDG de Lactalis, il est au moins un des hommes les plus riches. Oui, mais il y a un sujet, parce que quand des producteurs laitiers disent au patron de Lactalis, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour nous sur le prix rémunérateur quand Lactalis fait 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et tant mieux pour eux, en 2022, il y a un vrai sujet. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui dysfonctionne. Il est 9h24, on va donner l'antenne à Thomas Hill. Thomas Hill, vous savez qu'il y a plein de gens qui vous écoutent, Thomas, et qui disent « Qu'est-ce qu'il est beau, ce Thomas Hill, quand il arrive à 9h25, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il a l'air gentil, qu'est-ce qu'il a l'air sympathique. » Votre maman, surtout, votre maman, vous pouvez le dire. Mais bien évidemment. Salue. On va vous laisser jusqu'à 10h30, même jusqu'à 11h sur Europe. Vous serez avec Annie Dupéret, notamment, je crois.